Bonjour et bienvenue aux Grandes Entrevues de la Petite Relève. C'est comme un podcast, mais on n'est pas sous, fait qu'on gagnera pas d'Olivier. Bonjour Michel. Parle pour toi, je me suis pactée avant de venir. Ah oui, il est midi, mais déjà... Ouais, ben oui, j'ai commencé tôt sur le mimosa. Non, en réalité, je suis à jeun, sobre, mais ça va bien, toi? Ça va super bien. Michel, t'as toujours beaucoup de gratitude. Quand je travaille avec toi, ça peut pas arriver souvent, mais tu remercies. Ah, c'était le fun, merci pour cette opportunité-là. Ça te vient de, j'imagine, ton côté bouddhiste. Exactement. Ben, tu sais, je m'associe pas vraiment à une école de pensée, mais je suis reconnaissante de ce que je fais comme travail, puis je suis reconnaissante de chaque moment parce que ça m'apporte du bonheur. Puis j'ai un petit côté poli aussi, quand même, chez moi, c'est important, la politesse, le général, là, tu sais, prendre la bonne fourchette pour manger la salade, puis... Mais tu viens d'une bonne famille. Oui, donc mon père, c'est le vicomte... Non, mais je disais ça pour vrai, ta mère est médecin, c'est quand même pas rien. Ton père aussi a un travail. Exact, ouais. C'est vrai que ma mère, elle est docteur, elle nous a gardés en vie déjà, c'est pas pire. Puis, ouais, chez nous, c'est quand même important d'être poli avec les gens, puis de dire merci. Mais au-delà de ça, comment ça a influencé ton travail d'humoriste d'avoir une mère? Ta mère, elle est obstétricienne? Médecin de famille, Ouais. puis c'est comme spécialisée en obstétrique, donc principalement juste popper des bébés, là, ouais. sa job. OK. C'est quand même c'est assez élémentaire. Ben, pas élémentaire, pas dans le sens facile, mais dans le sens... Oui, ben, c'est-à-dire un accouchement, c'est à la fois la chose la plus naturelle qui se fait, mais ça peut être aussi complexe. Mais normalement, elle avait des beaux accouchements. Ma mère, elle avait un programme même d'hypnose pour la naissance. Donc, les accouchements sans douleur où des femmes sont dans leur plage interne. Ah ouais. Il y en a même qui décrivent que c'est un grand moment de bonheur, leur accouchement. Donc, c'est une vision plus douce là, de la médecine. Mais c'était une passion chez ma mère, là, les bébés en tant que tels, puis les enfants, puis faire des naissances. Là, pour elle, c'est une grande passion. Fait que c'est pas tant ça qui t'a inspiré. C'est pas ce background-là qui est le plus marquant dans ta démarche humoristique. Ça a de l'impact, mais je te dirais indirectement, au sens où ma mère, quand elle a décidé qu'elle allait en médecine, était extrêmement focus sur son but. Il n'y a rien qui l'aurait arrêtée. Elle avait des notes incroyables. Puis moi, ben j'ai eu un peu cette réflexion-là dans ma vie de c'est une personne sur 1 million qui peut devenir humoriste. Donc, il fallait que je me convainque que c'était moi, cette personne-là. Fait que cette équation-là de c'est difficile, mais c'est possible, a eu quand même un impact dans ma vie d'être focusée puis d'être déterminée sur un but qui, statistiquement, c'est pas nécessairement assuré pour toi, là. Mais en même temps, tu sais, si tu veux devenir médecin, tu travailles fort, tu vas avoir des bonnes notes à l'école, c'est plus compliqué. En humour, as-tu l'impression que si tu travailles vraiment fort, tu vas réussir? C'est dur, hein? Je vois des humoristes qui prennent le temps de construire une carrière, puis sur des années, ils bâtissent un charisme, une présence sur scène. Donc, l'équilibre talent-travail, personne n'a la réponse de cette équation-là. Il y a quand même quelque chose d'intangible qui fait que ça marche ou ça marche pas, puis c'est pas nécessairement le travail. Oui, mais secrètement, l'humour, on fait comme si c'est la magie puis c'est des coups de chance, mais il y a toutes sortes de compétences liées à ça, le social, le charisme, lire les autres, lire une foule, tu sais, tout ça. Là, j'ai l'air psychopathe, là, on dirait. Mais tu sais, ces compétences-là, même si on les nomme moins, il y a quand même une liste de compétences qui aident. C'est juste qu'on met moins le doigt dessus puis on se dit juste lui on l'aime, il était attachant, mais il y a toutes sortes d'étapes dans le travail puis la façon de se mettre en valeur puis de se mettre de l'avant qui est quand même une série de compétences. C'est juste que ça paraît moins parce qu'on met tout ça sur le dos de il s'est passé de la magie pour cette personne-là. Mais il y a quand même une liste de qualités que je serais prête à me donner, là, qu'avec le temps, je réalisais pas. Mais, OK, comme quoi? Ben, tu sais, mettons, comme à l'impro, des trucs qu'on prend pour acquis, mais l'écoute... puis l'écoute active, là, de comprendre, réagir, le respect des autres, l'attitude sportive, le momentum. Tu dis des choses qu'on prend pour acquises à l'impro, puis moi, c'est quelque chose qui me fascine, c'est-à-dire que vous, les improvisateurs, vous avez quelque chose dans votre cerveau que nous, les non-improvisateurs, on n'a pas, là. Tu sais, comme, c'est pas juste
la répartie, c'est une sorte de créativité puis d'accessibilité au cerveau verbal que les autres n'ont pas, là. Es-tu d'accord? Exact, ouais. Puis qui est un muscle aussi, là. Il y a des gens qui sont naturels à l'impro, mais moi, je pense que j'ai arrêté de compter, là, mais ça doit faire 15 ans maintenant que je fais de l'impro, donc, et à raison d'une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Donc, je pense qu'à ce moment-là, oui, le muscle du verbal, d'ailleurs, c'est pour ça que les gens prônent l'impro à différents niveaux, au secondaire, ou des gens qui sont en difficulté, ça peut tellement aider à s'exprimer, même sans se mettre la pression d'être drôle, là. Après ça peut être un outil incroyable, puis peu importe l'avenue de travail qu'on choisit, l'improvisation, ça m'a aidé dans des entrevues, puis ça m'a aidé dans des situations. Puis ce que je garde de ma mère, là, quand on parlait de la médecine, c'est plus son sang-froid. Ce côté-là que la pression va pas me faire trembler. Au contraire, la pression va me rendre extrêmement précise, puis dans le moment présent, dans une sorte de transe, là, qui ça, c'est positif. Donc ça, je fais un lien un peu avec le sang-froid de ma mère, que moi, j'applique autrement avant un spectacle. Je me dis, il y a plein de gens, mais c'est pas grave. Au contraire, ça va me rendre précis. Ça va faire de ça un moment spécial. C'est fou parce que, tu sais, quand tu fais de l'improvisation, là, tu réussis à faire rire des gens sans avoir travaillé des heures et des heures en amont à préparer tes textes. Est-ce que ça devient après ça ridicule pour toi d'écrire un spectacle d'humour ou c'est complètement différent? Est-ce que tu te mets plus de pression pour que ça soit plus drôle parce que là, c'est plus préparé d'avance? Je pense que le travail se fait pas au même endroit. Il y a des humoristes qui écrivent très, très écrits, sont à l'ordinateur portable, puis on est dans du mot à mot. Moi, en amont, tout ça, je fais de l'impro chez moi, je fais ma vaisselle, je prends ma douche, puis là, j'ai des gags qui viennent. Mais à un moment donné, ce travail-là, il faut qu'il y ait lieu de mettre de l'ordre dans tout ça. Je peux pas me dire « Ah, ben, j'ai quelques idées drôles, ça va bien aller. » C'est juste qu'on dirait que la créativité est dans l'impro pour moi, puis je veux que ça reste comme ça. Puis après ça, je vais, avec ma complice auteur, aller recorriger ou repréciser ou à force de répéter la même blague. Là, on devient dans du mot à mot. Mais il y a besoin d'avoir une création qui est explosive comme à l'impro. Puis après ça, ben, l'humour nous force à envoyer un texte, il faut que l'avocat le lise. Envoie-nous ton numéro de gala d'avance. Je pense qu'un papier avec 4 mots comme moi j'ai, c'est pas assez de faire un gala. Hey, je vais dire Guy Lepage, tacos, puis ma joke d'autobus. C'est important de le cristalliser, ce travail-là, mais j'ai l'impression qu'à la base, il faut que ça soit improvisé, naturel, puis après ça, que ça se reprécise. C'est ça ton moteur. Oui, exactement. Mais il y a des humoristes qui font complètement à l'envers, puis eux autres aussi, ça fonctionne. Mais penses-tu que c'est plus facile de commencer par l'improvisation? Oui, parce que c'est tellement rapide. C'est naturel. Je peux écrire un 5 minutes avec une seule idée chez moi, que ça sort, que je suis debout dans ma chambre, je pars l'enregistreur, puis je parle, puis je me sens quasiment... Je me dis, c'est criminel. Il y a des gens qui passent 14 heures sur un texte. Moi, je suis en train de le sortir en 5 minutes. Mais à d'autres places, il faut que j'aille chercher une rigueur. Parce que les improvisateurs, c'est ça le conflit. Est-ce que je deviens un humoriste paresseux? Ouais. En me disant, j'ai pas besoin de texte, un minimum de charisme, je vais arriver avec un verre d'eau puis je vais faire des jokes. Ouais. J'ai juste à me placer de même, puis ça va être drôle. Puis je connais mon corps, puis je connais qu'est-ce qui est drôle. Fait que tu sais, trouver l'équilibre de pas être paresseux parce qu'on a ce petit bonbon-là de plus, mais ça fait des super bons humoristes, des Christine Morancy, des Mehdi Boussaïdan, qui viennent tous de l'improvisation, là. Mais l'idée, c'est de pas s'asseoir dessus, puis là, d'aller donner une rigueur à l'écriture, puis ça fait quelque chose de magique, là. Ouais. Mais d'ailleurs, tu viens aussi de l'écriture parce que tu as étudié en création littéraire. J'imagine que ça aussi, ça forme l'humoriste que tu es. Oui, sans m'en rendre compte, là, j'étais en train, dans mes erreurs de parcours, j'étais en train de me faire comme une boîte à outils pour le projet que je savais pas que j'avais, mais l'amour des mots. D'ailleurs, en création littéraire, c'était vraiment le fun, cet aspect-là créatif. Après ça, quand j'étais en littérature plus pure, la littérature française, là, vous me perdez, là. OK. J'avais des piles de livres chez nous qui n'étaient pas lus. Je faisais des examens un peu sur des livres que j'avais lus en diagonale, un peu. OK, ça doit être ça. Moi, j'ai fait création littéraire, puis à l'université, puis, tu sais, à un moment donné, tu réalises pas à quel point... moi, j'avais mal au cœur de lire des livres, là. C'était trop de lecture. J'ai fini par quasiment détester ça pendant un bout, puis ça m'a pris du temps à réavoir du plaisir à... Tu deviens dépassé, même quand t'es un bon lecteur, bonne lectrice, là, il y a un moment qui est comme les piles de livres s'accumulent, puis de plus en plus, j'étais comme, mais je suis un imposteur, quelqu'un va me démasquer, tu sais. Puis j'ai le même sentiment en humour, là. Le sentiment d'imposteur, ça peut être quelque chose d'assez fort, cette impression-là, quelqu'un va arriver puis enlever mon masque. Puis mais qu'est-ce qui te démasquerait?
c'est ça le sentiment d'imposteur, c'est injustifié. C'est comme si quelqu'un allait arriver et dire c'est pas une humoriste, je vous ai bien eu, c'était Michel. En même temps, t'as fait de l'impro pendant 15 ans. T'as-tu fait l'École nationale de l'humour? Oui, j'ai sorti il y a 2 ans. Ouais, c'est t'as tout ce qu'il faut pour être officiellement une humoriste. Ouais. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ce sentiment-là? Je sais pas, mais je sais que c'est un symptôme psychologique comme un autre. C'est-à-dire que tu pourrais être justement médecin, puis tu aurais cette peur-là, quelqu'un vient de te démasquer de cette personne-là n'est pas qui vous pensez qu'elle est. Fait que je sais pas si ça s'en va à un moment donné, je pense que c'est juste de régler Quel parent t'a fait ça? Lequel de tes deux toute parents? la question de l'estime puis de l'ego qui est qui est au cœur du travail quand on est humoriste. Pas que c'est une quête d'ego dans le sens de faut devenir la personne la plus haute possible, mais tu es confronté constamment à l'échec, la valeur de ton travail, puis c'est difficile de dissocier ton travail de ta personne. Mais moi, je pense que ça me fait du bien, ça, en humour. Dès les premiers moments à l'école de l'humour, un prof qui était comme ton devoir, c'est pas toi. Ça, je suis comme, oh, méga flash, tu sais. C'est quoi? Ben, c'est-à-dire que ton travail, c'est ouais. pas ton âme, c'est pas toi. OK. Ton devoir peut être de la merde, puis toi, t'es quand même Ton pas de numéro, marde. ton spectacle, c'est pas toi. C'est Exact. pas... Ça représente rien de ta valeur. C'est ça, les gens normaux, là, qui vont bien, là, leur ego, c'est quelque chose de... Puis leur estime de ça, c'est quelque chose de constant. J'ai une certaine valeur, je suis cette personne-là, j'ai une identité. Pour moi... quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. Ouais. Puis ça, c'est des gros hauts puis des gros bas. Fait que c'est comme... Ça fit avec ma personnalité, le travail que je fais. Mais en même temps, j'aspire à arriver à quelque chose de plus égal. Je suis humaine et j'ai une certaine valeur. En même temps, rendu là, t'as-tu le feu sacré pour faire des jokes? Puis tu sais, on dit souvent que les humoristes partent de leurs blessures. Est-ce que si tu règles trop tes problèmes, tu réussiras plus à... Tu trouveras plus le moteur pour faire rire? Non, ça, je pense pas. Je pense qu'on devient plus drôle aussi quand on soigne. Mais c'est vrai qu'on part de nos blessures. Même ceux qui s'en rendent pas compte le font. Ouais. Même à l'impro, ça fait beaucoup ça. Justement parce que c'est la première chose qui te sort de la bouche. Donc, il y a quelque chose de très freudien, quelque chose de très vrai qui va sortir. Ouais. Puis des fois, je vois des impros, je suis comme, mon Dieu, lui, cet enfant-là, il vit mal le divorce de ses parents. Tu sais, parce que tout sort d'une façon instantanée. Mais moi je suis pas le genre à être contente dans mes bobos. Je suis dans une recherche de guérison parce que je veux que ça soit sain, puis je veux être quelqu'un qui aide autour de moi et pas le contraire. Donc, moi, je suis le genre à aller chercher des outils, de la thérapie, prendre soin de moi parce que, oui, c'est drôle, là, des jokes d'estime de soi, mais à un moment donné, on fait le tour, puis je suis sûre que je peux parler d'autre chose, qui est plus grand que moi. Mais c'est vrai que t'en fais beaucoup, des jokes d'estime de soi, tu sais, de diversité corporelle, de ta face qui ressemble à Bibi et Geneviève. Mais ça, est-ce que c'est une façon de se réparer ou c'est une façon de... C'est juste un moteur, une mécanique comique qui te permet de faire rire les gens? C'est les deux. Ça me répare un peu. Puis il y a certaines personnes que ça vient toucher. Puis c'est intéressant parce que le public m'en apprend beaucoup. Il y a des gens qui pensent que le public est niaiseux. Moi, je pense que le public est très intelligent, là. Puis je le vois quand ma joke... Tu sais, ces temps-ci, j'essaie un numéro sur les idées suicidaires, là, puis je réalise le pari que ça représente. Ça fait des malaises? Ou des rires, tu sais, Okay. mais c'est le public qui va me le dire. Si ma joke de gros de cul est juste insultante, puis elle fait juste me rabaisser, mais je n'aurai pas un rire, je vais avoir un « oh ». Tu sais, puis dans mon spectacle, je vais aller chercher un équilibre avec beaucoup plus de rire que de « oh ». Je veux pas faire un appel à l'aide, je veux faire une bonne joke, mais il est intéressant, cette ligne-là, où se croisent le désespoir puis le drôle, tu sais. Puis est-ce que c'est en trouvant cette zone-là que tu réalises, toi, où est-ce que tu es confortable dans cette zone-là? Oui, puis c'est ça qui m'intéresse, d'être exactement sur la ligne pour que ça soit drôle tout le long, mais que j'ai abordé quelque chose qui n'a pas été fait encore. Puis ça aussi, ça prend du temps. Comme tu peux pas faire un numéro sur une rupture qui était avant hier. Tu sais, les choses se cristallisent dans ta tête, puis là, tu viens en contrôle de certains sujets. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant de trouver l'équilibre dans mon spectacle pour que j'ai un maximum de rire, mais que j'ai quand même abordé des choses. Mais c'est important pour moi que ma blague
ma blague un peu négative envers moi, elle soit pas grossophobe pour les autres, ou elle soit pas en train de rire des autres. Ouais. C'est important que ça passe par moi, puis que ça soit pas non plus dans le pathétique ou dans... Tu sais, je veux pas que les gens sortent de la salle en disant « Oh, pas là, elle va pas bien », tu sais. Il y a comme une reprise de pouvoir sur toi. Quand mettons. ça rit puis on reste dans le plaisir, là, je sens qu'on a parlé du sujet, mais que tout le monde est sorti content. Pour moi, c'est une victoire. Ouais. C'est important pour toi d'avoir de l'impact quand tu t'exprimes? De plus en plus, là, on dirait que ça l'a... il y a eu un changement dans comment je vois l'humour puis mon humour. Au début, justement, je le faisais pour me réparer moi, puis là, j'ai envie de le faire pour donner aux autres. Mm-hmm. Mais je pense que ces deux choses-là peuvent être faites en même temps, là. Mais on dirait que dans le confinement, puis aussi dans les dernières années avec le mouvement MeToo, puis avec les grands soulèvements, c'est sûr que je peux pas faire un humour qui a aucun sens. Mais ce qui est important pour moi, c'est que ça soit punché. Donc, si je m'en vais à... Si je suis dans un message politique ou un message auquel je crois vraiment, ma priorité, c'est que ça punche au bout. Ouais. Puis en deuxième, c'est qu'est-ce que je suis en train de dire. Ouais. Tu me disais, tu viens d'une famille nombreuse, puis ça a eu un impact sur ta façon de t'exprimer. Oui, ben on n'est pas 14, là, comme la famille Grou, là. Imagine, eux, les blessures d'enfance qui vont développer. Mon Dieu, je sais même pas comment quand c'est 14 personnes, tu sais, d'habitude, tu te fies au rôle dans ta famille. Là, tu dis, je suis le plus vieux, je suis le plus jeune, mais je suis le 12e. Je sais même pas qu'est-ce que ça implique comme cicatrice mentale, là. Mais, toi, t'es où? Moi, je suis avant-dernière. Okay. Puis j'ai tout ce qui vient avec ça, je l'ai. Tu sais, souvent, le plus vieux va avoir cette pression-là d'élever les autres, d'être à son affaire, d'être parfait. Souvent, c'est celui qui a été élevé le plus serré, vu qu'il était le premier. Puis le dernier, ça va être le contraire. C'est genre l'enfant qui se sent délaissé, qui a eu le droit de tout faire aussi. Mais oui, bout en train aussi. Mais chez nous, c'est ça. On est 4 enfants, puis c'est tout le temps le désir d'être drôle, d'être intéressant. Parce que sinon, 4 enfants, 2 parents, tout le monde aime ça parler. Fait que c'est comme ce droit de parole-là, il y a une valeur. Là, quand c'est à toi, c'est soit drôle, soit intéressant. Sinon, tu t'es fait flusher, puis c'est le tour au prochain. Puis à cause de ça, tout le monde dans ma famille est minimalement drôle ou intéressant. Là. C'est juste que moi, j'ai choisi ça. Je suis comme la porte-parole de toutes nos histoires. Genre. Ton père est particulièrement drôle, tu me disais? Quand même, drôle, pas drôle. Joke de papa, là. Ouais, très joke de papa, là. Puis jeu de mots aussi, très Fred Pellerin, Sol aussi. Donc tout cet aspect-là de mauvais jeu de mots, là, que souvent ça fait une réaction genre « Ah non, s'il te plaît. » Malaise. Ouais, genre de wash ou genre « Ah, c'est dégueulasse ce que tu viens de faire. » Mais quand même, chez nous, que la joke soit mauvaise ou bonne, ça l'a implanté le fait que l'humour, c'est important. Puis qu'on peut se tromper. C'est pas grave. Exact. Oui, puis l'humour, tantôt, tu parlais de dans la blessure. Chez nous, on fait ça. Ah oui. Tu t'es tombé à terre, c'est sûr, on en rit, puis on en rit après. Tu as vécu une humiliation quelconque, on en parle, on raconte l'anecdote jusqu'à temps que tout le monde est à l'aise là-dedans. Ah oui, c'est comme ça a un effet comme laver un peu, ça nettoie le malaise. Ça... Exact. Chez nous, là, l'éléphant dans la pièce, là, mon père peut pas s'empêcher de... Il est nommé. Tu sais, mettons, il voit une madame, il dit « Oh mon Dieu, regarde sa camisole. » Il peut pas... nommer ce qui se passe, l'incapacité à garder quelque chose dans la pièce qui est pas dit, là, c'est vraiment important chez nous. Puis ça va loin. Là. Mon père, c'est des jokes de sa sœur qui est décédée. Puis genre, on dirait il faut qu'il y ait aucun tabou. Puis il faut que tout soit mis de l'avant. Sinon, c'est comme... c'est stressant, là. T'sais. Fait que ça vient peut-être de là, justement. Tu vois, tu me le fais réaliser. Ce côté-là de rire pour réparer, là, c'est super important chez nous. Ça va jusqu'à mon grand-père. Lui, mon grand-père, son surnom, c'est le tisonnier, le teaser. Parce qu'il pince sans rire. Ou il pique. Ouais, c'est des cracks, tu sais, c'est comme la culture du roast, un peu chez nous. Ouais. Puis est-ce que c'est tout le monde qui est confortable dans cette dynamique-là? Ou t'as des membres de ta famille qui sont plus poqués de ça? Exact. Puis en plus, on est un mélange On veut des noms. On est un mélange de gens qui piquent puis de gens beaucoup trop sensibles pour la vie. Là. Moi, toute mon primaire, je pleurais une fois par jour, à peu près. L'école de l'humour aussi demande à des gens de ma classe, là, une fois par jour. Je pleurais. N'importe quoi peut me faire aller dans cette zone-là. Fait que, souvent...
Tu vois, mon père était lui qui picossait, puis là, moi, je pleurais. Mais tu sais, il m'a amené à Mais m'endurcir, là. il riait quand même, puis même si tu pleurais, puis on y va, puis... Ah oui, puis j'étais un enfant colérique, puis là, je venais fâchée et je pleurais, puis je tapais du pied, puis les autres, ils appelaient ça faire la poule. Puis là, ma famille disait, bon, elle fait la poule, puis j'étais là, C'était vraiment intense. La même chose avec ma grand-mère qui était super sensible, puis timide, puis là, mon toi, grand-père... t'as pas été validé dans tes émotions, là. T'as pas besoin de ça, là. Non, mais des fois, c'est touchant parce que mon père, il a eu 3 filles puis un garçon. Mhm. Puis c'est comme si on l'a rééduqué, cet homme-là, qui était très dans la bataille, puis être sérieux, puis tout le temps, faut pas pleurer, puis tout ça. Mais en ayant 3 filles féministes, intenses, on l'a comme rééduqué. Puis maintenant, comme il pleure en lisant sa carte de 50 ans, puis il prend le temps de nous dire comment il nous aime, puis qu'il est fier de nous. Donc, c'est comme si on a eu un impact sur la vie de mon père, puis dans sa façon de vivre ses émotions. Tu sais, c'est le genre de gars qui pleure dans la douche, là. Ouais. Puis à cause de... C'est intéressant. Lui, il nous a appris à nous endurcir, puis lui, on l'a ramolli en retour. Oui, mais visiblement, il vous a appris aussi à avoir peut-être de l'autodérision. Oui, puis on en avait besoin. Là, à un moment donné, Ouais. dans la vie, j'avais besoin d'avoir... L'idée, c'est dans la vie, c'est qu'idéalement, tu piques autant que tu es capable de prendre, là, Ouais. tu sais. Puis ça prend un équilibre là-dedans. Je pense qu'au début, j'étais pas capable de prendre. Fait que là, j'ai un équilibre entre les deux. Là, c'est comme quand tu vas dans un roast. Tu es prête à en entendre sur toi, Ouais. puis tu vas en faire sur les autres. Fait que je pense que c'est la moindre des choses. Là. Puis ça a l'effet de dédramatiser aussi. Des fois, moi, je sais des fois que ma psy, j'arrivais avec des affaires vraiment lourdes, puis elle riait de moi, puis j'étais comme, ah, OK. Bon. Ouais, c'est ça. Hein, c'est toute une question de perspective. Mais c'est important. Il ne va pas nommer de nom, mais il y a beaucoup d'humoristes qui n'ont pas le sens de l'humour, au fond. OK. Qui rit pas des autres, qui rit pas des jokes des autres, mettons. Ouais, qui Ou rit pas qui- d'eux-mêmes, ou qui Ah sait ouais. qu'ils rient de tout le monde dans la société, mais là, là, quand c'est à ton tour dans sont l'article, plus dans le journal, susceptibles. là, c'est plus drôle, c'est sérieux, c'est blessant. Moi, j'essaie d'avoir un petit peu d'ouverture à ça, à mes défauts, à mes erreurs, puis me dire, bon, ça fait partie du package, parce que tu passes ton temps même quand tu fais un humour qui est gentil, tu piques ici et là, tu sais, des politiciens, des aspects de la société, des observations. Tu es en train de rire de tout le monde. Il faudrait vraiment que tu aies au moins la capacité de rire de toi-même, là, tu sais. Ouais. Idéalement. Là. Puis tu le fais super bien, puis c'est extraordinaire. Je te remercie pour ça. Merci, Michel. Merci à De toi, Rocher. ça m'a fait plaisir.